Merci de votre préférence à la G36 TV et bienvenue dans votre édition spéciale qui est spéciale Salmanfo. Donc, comme vous le constatez, nous sommes aujourd'hui dans l'hémicycle pour rencontrer le client honorable Aboubacar Sidiki Diallo, un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui ne marche pas chez nous. Donc vous allez le comprendre avec moi ici dans cette émission qui est spécialement dédiée à la fête de Tabaski. Je suis accompagné ici sur ce plateau avec mon confrère de tous les temps, Ousmane Diplomate Condé, un jeune animateur aussi qui fait partie de cette émission il y a depuis 2 ans déjà. Bon, nous allons faire face à l'invité va se présenter parce qu'il n'est pas connu de tout le monde, mais aussi il n'est pas caché parce qu'il est connu de toute la population guinéenne, plus que certainement aussi les journalistes. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Aboubacar, présentez-vous à nos millions de téléspectateurs qui vous suivent maintenant sur la G36 TV. Oui. Moi, c'est honorable Aboubacar Sidiki Diallo, deuxième vice-président de la commission des lois, président du parti UMP, Union pour un mouvement populaire, juriste consultant. Voilà, nous sommes avec l'intrépide Aboubacar Sidiki Diallo, et on le connaît dans la presse, donc c'est un homme qui m'assoit ses mots. Monsieur Ousmane Diplomate Condé, bienvenue dans cette émission. Avec plaisir. Donc nous sommes avec honorable Aboubacar Sidiki Diallo. Il est connu parce que déjà c'est un homme qui dit tout, il est véridique, il n'a pas la langue dans la poche. Donc nous allons commencer avec lui. Monsieur, dites-nous qui est réellement Aboubacar Sidiki Diallo avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci. Difficile à dire qu'est-ce qu'on est. Aboubacar Sidiki Diallo, c'est avant tout un Guinéen, un jeune qui a fait ses études de droit au collège et au lycée Donka, qui a fait la faculté des sciences juridiques à Gamal Abdel Nasser et qui aussi a passé des formations de perfectionnement un peu partout à travers le monde. Qui a fait une expérience pratique dans les juridictions, notamment au tribunal de Mafanko, ensuite au tribunal de première instance de Kaloum, avant de quitter le domaine de la magistrature pour me lancer dans la consultance. J'ai été consultant juridique de plusieurs entreprises ici. Et puis après, j'ai décidé de faire la politique. Et en 2008, je me suis engagé. Nous avons été l'une des toutes premières formations politiques jeunes de notre âge. Et après, en 2009, j'ai eu le privilège d'appartenir à l'Assemblée de la transition qu'on appelait le CNT. J'étais le rapporteur de la commission constitutionnelle. Nous avons élaboré la constitution de 2010 avec toutes les lois organiques qui pouvaient permettre de normaliser la vie du pays. Ensuite, j'ai été également très ravi et heureux de participer à la mise en place du pacte de convergence et de stabilité. La Guinée n'avait pas un pacte de convergence et de stabilité. J'étais membre du comité de pilotage, membre de la coordination formateur des formateurs. J'ai couvert avec Feu El Hadj Ditine, avec M. Dilé, qui est un grand syndicaliste, avec Feu Kefimba Kai, paix à son âme, avec beaucoup d'autres membres du CNT. Nous avons formé les régions de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Ensuite, j'ai démissionné du CNT pour des convictions du combat politique et j'ai continué le combat. Je suis membre fondateur de l'Alliance CAR, le Cercle des acteurs pour la République, membre fondateur de l'Alliance électorale CARP, la convergence des acteurs pour la relève politique. Et aujourd'hui, à l'Assemblée, je suis deuxième vice-président de la commission des lois, deuxième vice-président du groupe d'amitié Libye, Algérie, Tunisie, Maroc, et président du réseau pour la CND,
C'est-à-dire c'est un réseau qui est basé sur, qui se focalise sur l'environnement et les questions de l'environnement et du climat. Monsieur, Donc, pour un retour en nature, etc. Voilà, vous avez plein de parcours. s'il faut. Il y a une carrière, Oui. parce que déjà avec tout ce parcours à son âge là, moi je peux dire que réellement c'est un parcours de combattant. Il faut être actif et puis très intrépide Oui. pour être à ce niveau. On vous remercie monsieur de nous énumérer tous ces parcours, mais nous voudrons savoir, parce que vous avez parlé de quelque chose que déjà moi qui m'a donné l'attention de vous poser cette question. Vous avez été membre de la commission des personnes qui ont rédigé la constitution de 2010. Le CNT, du Conseil national. Donc dites-nous d'où est venue cette initiative. À l'origine, lorsqu'il était question de mettre en place le CNT, c'était de coopter les gens, parce qu'une assemblée, c'est à l'origine, l'esprit doit représenter toutes les corporations socio-professionnelles du pays, pour permettre à chaque corporation d'être représentée, et lorsqu'on doit élaborer des lois par rapport à la corporation, que chacun puisse apporter son expertise, que ça ne soit pas des spécialistes de désert qui édictent des lois pour la protection des spécialistes de l'hiver. Donc, alors, lorsqu'un bédouin doit rédiger des lois pour un habitant de la Sibérie, c'est vraiment antinomique. Donc, à ce moment-là, il a été convenu, à partir des accords de Ouaga, de créer une instance de transition, une assemblée transitoire pour pouvoir réguler les textes et puis reprendre la Constitution, faire une relecture pour aller à une normalisation de la vie nationale. Donc l'ensemble des forces vives devaient participer, et moi j'appartenais à un parti politique donc, qui a bénéficié de la confiance des acteurs, parce que ce n'est pas tous les partis qui étaient membres du CNT. C'était à l'époque le NFD, la Nouvelle Force démocratique, oui, et toute l'équipe dont j'ai été membre fondateur. Et donc on a participé, j'étais le rapporteur de la commission constitutionnelle, ce qui nous a, le niveau des débats, l'engagement aussi individuellement de chaque membre de CNT faisait que tu puisses quand même appartenir à une certaine structure pouvant améliorer le niveau du travail à l'intérieur. J'étais avec M. Aboubakar Keïta, qui était le point focal, j'étais son adjoint. On était le point focal avec l'Assemblée française, qui était une assemblée qui nous appuyait dans le cadre de l'élaboration des lois. Monsieur, déjà, il y a beaucoup qui disent que la constitution de 2010, c'est l'une des meilleures constitutions, mais que déjà les acteurs qui ont travaillé là-dessus ont fait une copie-collée de la France. Paraît-il vrai? Non. C'est pas vrai. Vous savez, d'abord, le droit guinéen est calqué du droit français. Ça vient de la famille qu'on appelle la romano-germanique. Mais ce n'est pas du copier-coller. Déjà du droit français. Oui, non, voilà, se réfère et c'est du copier-coller, c'est deux choses différentes. Donc, parce qu'il y a dans la Constitution de 2010, il y a assez d'éléments qui ne se retrouvent pas dans la Constitution française. Donc, par exemple, si vous prenez les forces de défense et de sécurité, ça se retrouve pas dans la Constitution française. Et le principe... Sauf à ce niveau, l'armée française peut-être a des légionnaires. Nous, en Guinée, on n'a pas opté pour ça. Ça, c'est une organisation interne. Vous savez, chaque État organise les services publics en fonction des réalités. Oui. Un pays qui ne connaît pas le djihadisme ne peut pas créer des troupes de répression anti-djihad. C'est vous qui le dites. Et donc les légionnaires, vous savez le sens des légionnaires, c'est-à-dire c'est toutes les fois où la France veut participer à des conquêtes mais sans verser le sang du français. Ah, bon. Donc on ouvre une partie de l'armée qui est ouverte à tout autre citoyen du monde qui voudrait venir participer pour permettre de défendre les couleurs françaises mais sans verser le sang français. C'est en résumé l'idée que ça donne. Voilà. Donc la Guinée peut aussi faire ça et je vous assure que ça peut, c'est une très bonne chose. Ok. Monsieur Ousmane Dikoumar
répondre. Vous avez quelque chose à dire à l'honorable? Voilà, merci Adib Sow. Oui. Et avant de faire face d'abord à l'honorable député, j'aimerais d'abord saluer à nos téléspectateurs qui nous suivent déjà sur la G36 TV. Et voilà, l'honorable, vous êtes presque un modèle, un jeune modèle de la République de Guinée à travers vos combats, vos activités que vous avez menées. Et je voulais juste savoir, parce que vous êtes une référence, s'il faut même, une fierté de la République de Guinée. Donc je voulais savoir, à travers vos combats, à un certain moment, vous avez dit que vous avez lancé dans la politique. Je voulais savoir, et pourquoi vous avez lancé dans la politique? Très bien. Au départ, j'étais au niveau des associations de jeunesse. Et à chaque fois, j'ai constaté que les jeunes étaient utilisés. Le jeune était devenu l'instrument, il était devenu l'appât. Oui. Quand un vieux a perdu des positions favorables dans l'administration, il veut embêter les dirigeants, il veut se refaire peau neuve, il vient, il prend un bouclier jeune et il vous dit vous êtes l'avenir du pays, on se bat pour vous. Mais une fois qu'on s'est battu et il est élu, toutes les responsabilités les plus élevées de l'État étaient assumées par des gens qui parlaient au nom des jeunes, qui cherchaient le pouvoir au nom des jeunes, qui avaient le prétexte de le faire pour les jeunes, mais une fois au pouvoir, les jeunes continuent à leur tendre la main et demander la même chose qui n'a jamais été obtenue. Regardez les communes, quand vous venez, les maires, c'est les jeunes qui élisent les maires. Mais une fois qu'ils sont élus, les jeunes cherchent des maisons de jeunesse, ils cherchent des terrains de jeu, ils cherchent des bibliothèques, ils cherchent tout. Ils cherchent la sécurité et qui ne donne pas ça? C'est les vieux pour lesquels on a voté. Oui. Alors on a dit il faut qu'on prenne notre destin en main et faire la politique autrement. Avant, quand on était au lycée, lorsqu'on menait la grève, alors pour vous effrayer, on dit il fait la politique. Dès qu'on dit à un jeune tu es politicien, tout le monde a peur. Personne ne veut qu'on lui colle l'étiquette. C'était devenu une monnaie de chantage. Les aînés, quand ils voulaient t'effrayer, ils disent tu es devenu politicien. Alors un jour, nous quand on était au lycée, j'ai dit mais quand on a insulté les Noirs d'être nègres, Senghor a dit il faut qu'on affirme notre négritude. Oui. J'ai dit aujourd'hui il faut qu'on affirme notre politisation. Il faut qu'on se politise et qu'on leur mette la politique dans la bouche. Alors voilà, comme ça l'idée est venue. Quand on est venu à l'université, à la faculté, on a créé ce qu'on appelle un cercle de réflexion, un think tank. Et pour celui qui connaît Gamal, c'est devant la salle de karaté qu'on appelait l'arbre de la vérité. On a créé un mouvement qu'on appelle Jeunesse Afrique, qu'on a piloté et le concept était qu'on invitait toutes les grandes personnalités qu'on connaissait et qui venaient là, on ouvrait des débats sur des sujets bien pointus. Pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, comment ça, comment ça, comment ça. Donc de sorte que on arrivait à avoir une approche des dirigeants sur chaque problématique. On a la position de la victime, de la population elle-même. On a l'approche du dirigeant et on fait la corrélation entre ce que nous vivons et ce que les autres expliquent du problème. On a trouvé que le fossé, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que l'appareil d'État est fait de sorte que ceux qui nous dirigent sont de grands ignorants. Mais ils ont juste le privilège d'être là. Mais qu'est-ce qu'ils méritent plus que nous? On a trouvé qu'on avait plus de solutions que eux. Mais eux, ils avaient le pouvoir. Alors, la seule chose qu'il fallait faire, c'est l'adéquation entre notre compréhension pour la solution et apporter la solution elle-même. Donc, il faut conquérir le pouvoir. Vous avez conquéri le pouvoir. Donc, on s'est politisé, on est rentré dedans. Et aujourd'hui, nous faisons partie de ceux qui dirigent les destinées de notre pays pour cette mission. Et nous utilisons ce que nous savons faire au mieux de nous-mêmes pour apporter la solution. Voilà, et merci de vos explications. Et lorsque vous êtes lancé dans la politique, quel a été votre premier projet en aidant la population guinéenne, surtout les jeunes? J'ai un seul projet et je pense que je le mènerai à vie. Je ne vais jamais atteindre l'objectif à 100%, mais je vais contribuer à grand pourcent. Pourquoi? Parce que c'est comme le bien-être. C'est quelque chose que tout le monde cherche, mais personne n'a le bien-être et personne ne l'aura. Parce qu'il n'y a pas un point
qu'on atteint pour dire voici le bien-être, je l'ai atteint, je ne cherche plus ailleurs. Oui. Tous les jours, on cherche à mieux vivre, à s'adapter. Donc, mon combat, c'est d'arriver à créer une lumière dans l'esprit de chaque citoyen, qu'il comprenne dans quel monde il vit, qu'il comprenne ses droits, qu'il puisse les défendre et que les dirigeants aussi puissent avoir la compréhension lucide de trouver les solutions, ce pourquoi ils dirigent et de mettre tout le monde d'égal parti devant la loi. Ce combat-là, est-ce qu'il ne semble pas être bien parce que actuellement dire que vous allez au moins vous battre pour que les mentalités changent en Guinée, est-ce que ce n'est pas un combat pour moi pas difficile mais qui semble être impossible? Non, il n'est pas impossible. Vous savez, quand Luther King disait « j'ai fait un rêve », on pensait qu'il était fou. Le jour où Obama est devenu président, on a compris qu'il est héros. On n'a jamais compris par son temps lorsqu'il y a un décalage entre vous et votre temps. Aujourd'hui, notre génération a compris au-delà de notre temps. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent sont plus vieux que nous. Notre compréhension va au-delà de leur compréhension. Voilà pourquoi des fois, les pouvoirs ne comprennent pas les oppositions. Et voilà pourquoi des fois, les jeunes oppositions ne sont pas comprises par les vieilles oppositions. Parce que les vieilles oppositions, c'est du recyclage. Et on ne peut jamais faire du nouveau avec le vieux. Si vous faites, donc, même dans l'opposition, entre la nouvelle génération et les anciens, c'est-à-dire les anciens ministres qui ont perdu leur position et qui ont le goût du pouvoir, ils veulent toujours être dans les rouages, donc ils se recyclent en opposant, on a une compréhension différente. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas d'homme à homme, mais c'est de conception à conception. Sur ce point, déjà, vous dites quelque chose qui semble être déjà très important et puis qui est utilisé par le pouvoir d'aujourd'hui déjà. L'opposition d'avant et d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Pour moi, celle d'avant était au moins objective, mais pour celle d'aujourd'hui, il suffit seulement de faire un titre comme un accord ou bien pour signer un accord pour qu'il soit auprès de toi. Est-ce que réellement ça c'est une opposition qui semble être patriote ou forte, selon vous? Vous savez, le problème, c'est que l'opposition, la vieille opposition aujourd'hui, malheureusement qui a la plus grande masse derrière, populaire, n'est mue que par un seul besoin, une seule envie, la reconquête du pouvoir. Au fait, lorsqu'on cherche le pouvoir juste pour l'avoir, c'est différent que lorsqu'on veut le conquérir pour réaliser une mission. Et la mission, elle n'existe pas dans leur tête. C'est-à-dire que la masse qui les suit ne les suit pas par une compétence ou parce qu'il y a un objectif derrière. On les suit parce qu'on veut que tel soit président, on pense qu'il est capable. Mais on ne l'a jamais vu faire. D'accord? On lui fait la confiance du peuple qui a eu confiance à Noé lorsqu'il faisait l'arche. Oui. Il n'a jamais été professionnel à créer une arche, mais quand même pour sauver l'humanité, il a créé et tout le monde est rentré dedans. Si ça chavirait, tout le monde partait, l'humanité n'aurait pas eu de successeur. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, on focalise le débat sur des personnes physiques. On personnalise le débat. Mais le débat, il n'est pas personnel. Lorsqu'on est en train de travailler, il n'y a pas de querelle de personne parce que c'est le travail qui est là. Il y a un sauf-conduit, il y a des règles à suivre. Mais dès que vous voyez deux politiciens s'insulter, c'est que l'un a mis le pied sur les intérêts de l'autre. Voilà. Donc c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire j'incarne le changement, mais en même temps tu continues à faire des deals avec ceux que tu veux changer, mais à ton avantage. Je fais allusion à cette nouvelle opposition parce que si on parle de l'opposition, au moins c'est une opposition au moins qui peut déranger. Ou bien dire, bon, aujourd'hui je sors et que tout le monde sort, ou bien aujourd'hui je suis contre ça. Et que la population adhère à ça. Donc, si nous faisons allusion, voilà, je ne vais pas dire le nom d'une personne ici, mais nous savons tous qu'il y a certains même qui se réclament de l'opposition, ou bien une opposition forte alors qu'ils ne sont pas. Donc, ils réclament des intérêts, comme vous venez de le dire, tels que l'opposition actuelle. Donc, ces derniers temps, ils sont sortis dire que réellement qu'ils réclamaient l'air 500 millions, alors que c'était une deal politique. C'est de ça que je parle, honorable. Est-ce que réellement, avec cette nouvelle génération, il y aura une opposition ou bien un patriotisme fort? Le problème, c'est que lorsqu'on doit s'opposer, on doit savoir à quoi on s'oppose.
Moi, j'ai toujours dit, il faut qu'on fasse les états généraux de l'opposition. Il faut qu'il y ait une rencontre, un débat. Que toutes les bases que Conté avait posées étaient pour lui faciliter la succession. À un moment, c'est Garafiri seulement qui donnait le courant ici. Et sans ce courant, lui, son pouvoir allait être renversé ou très embêté. Il a dit, je fais Kaleta. Tous les vieux opposants se sont opposés contre Kaleta. Il y a eu du sabotage, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit et spéculé. Il a fait Kaleta. Il a fait Swapiti. Il est en train d'aller vers Kukutamba. Donc, et les opposants continuent à s'opposer à ça. C'est-à-dire, au lieu de dire ça c'est bien, c'est une bonne idée et soutenir, ils disent non, il y a eu des détournements, il y a eu de la surfacturation. C'est l'argent qui les intéresse, ce n'est pas le matériel au service. Excuse-moi, nous avons compris vos explications par rapport à la politique. Moi, je voudrais, en tant que député de l'Assemblée nationale, et je voudrais savoir comment vous comprenez sur cette phrase quand on parle ici, la politique est un art de convaincre. Comment vous comprenez sur cette phrase? Oui, vous savez, la politique, pour la faire, vous avez besoin de la population, vous avez besoin du soutien populaire, vous avez besoin de l'accompagnement de la masse et des citoyens. Oui. Et pour ça, il faut leur dire quelque chose qui tienne la route, qu'ils peuvent vérifier, qui peut les inspirer confiance. D'accord? Donc les convaincre. Et lorsque vous parvenez à partager cet idéal avec eux, et la deuxième étape, c'est de leur dire, accompagnez-moi vers la réalisation de cet idéal. Et ils vous accompagnent. C'est en cela que je dis, aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a certains vieux leaders qui continuent les anciennes pratiques et que les gens continuent à les suivre, c'est que le peuple guinéen n'est pas prêt à changer. Mais voilà. Il parle du changement comme sur ce qu'on dit sur Facebook. Hein. Oui. Quand il y a du buzz, tout le monde suit le buzz. Mais ça profite à qui? Peut-être à ceux qui l'ont créé. Voilà, mais il y a des gens qui suivent sans savoir quoi. Excuse-moi, j'ai quelque chose à dire. Honorable, alors, en tant que politicien, et s'il est important alors de donner des promesses à la population et une fois au pouvoir qui sera non réalisable? Voilà, là aussi les gens y créent beaucoup de l'amalgame et ils vont jusqu'à dire que la politique c'est l'art de mentir. La politique c'est le meilleur art qui soit. Parce que l'art de diriger les gens, d'apporter des solutions pour améliorer les conditions d'existence, de sécurisation, de rendre à chaque citoyen son droit et sa dignité, oui. Je pense que c'est le meilleur métier au monde. Mais lorsque les gens qui font ce métier ont d'autres façons d'apparaître devant les citoyens qui ne soient pas conformes avec l'éthique de l'art, oui. Les gens risquent de confondre l'art au comportement indélicat, individuel de ceux qui pratiquent. Voilà pourquoi les gens pensent que les politiciens c'est des menteurs. C'est parce que beaucoup de politiciens qui sont là ont toujours menti aux gens. Ce n'est pas de l'art de mentir. On ne va pas vendre des illusions. C'est comme si un politicien dit aux Guinéens, non, écoutez, si je suis président, il y aura plus de chômage. Oui. Je vais régler ça. Oui. C'est faux. Moi, je ne vais jamais promettre ça à mes électeurs. Mais c'est tous ceux qui disent ça, attendez, c'est la caméra, non? Oui, elle tourne. Hein? Oui. Tous ceux qui vous disent ça, ils sont mentis. Il y aura toujours le chômage dans ce monde-là. Alors, quelle autre question? Les gens, ils vous promettent, oui. Lorsque je suis là, je vais régler tous les problèmes de sécurité. Il n'y aura plus d'insécurité ici. Oui. Ils vous mentent. Il y aura toujours l'insécurité. Parce que c'est l'homme qui crée l'insécurité chez son prochain. Oui. Et c'est seul Dieu qui peut anticiper sur ce que vous allez faire demain. Vous pouvez être journaliste aujourd'hui et tueur demain. Si moi je suis président, je leur promets qu'il n'y aura pas d'insécurité. Si vous décidez d'aller faire un crime, est-ce que je peux le prévenir? Non. Ok. Ce que je peux faire, le politicien, ce qu'il peut faire, c'est de créer un cadre, une condition pour que d'abord chaque citoyen puisse avoir la capacité de produire pour vivre de son revenu et décemment. Maintenant, si vous refusez de travailler, vous dormez, le politicien ne va pas vous nourrir. Et s'il vous le promet, il a menti. S'il dit qu'il n'y aura pas de faim, il a menti. Hein? C'est pas vrai. On ne va jamais promettre ça. Avec notre honorable, je vous avais dit au primo, déjà, c'est un homme qui n'a pas sa langue dans la poche, il dit tout ce qui me semble être bien. Donc nous allons continuer cette émission avec honorable. Honorable, venez d'édoucer un point qui je vais révéler un peu. Vous avez dit que tous les politiciens mentent. Il ne peut pas
trouver solution aux problèmes de la population. Donc c'est à la population de trouver la solution à leurs problèmes. Dites-nous réellement, vous... Non, là vous m'avez fait dire, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tous ceux qui vous promettent de tout régler. J'ai regardé la caméra, j'ai dit ils vous mentent. Ils vous mentent. Mais celui qui vous promet de créer le cadre pour vous permettre de travailler, de vivre de vos revenus, de vos efforts, de vous sécuriser et de vous favoriser l'accès à ça, c'est ça le rôle du politicien. C'est une manière de les guider alors. Je suis président de parti. Actuellement, vous êtes président de parti. Absolument, oui. Dites-nous réellement quels sont les projets de société dans votre parti. Alors, j'ai commencé par dire que notre ambition qui nous a d'ailleurs fait rentrer en politique, c'est de vouloir toujours amener chaque citoyen à avoir la lumière de son temps. Former, 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 former. Informer, informer, informer et perfectionner. Un penseur disait, mettez la lumière sur le peuple et chacun y trouvera sa voie. Le bonheur, ce n'est pas aux politiciens de le distribuer. Lui, il crée les conditions d'obtention du bonheur. On forme les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? C'est les compétences. Il n'y a absolument rien qui est fait en Guinée, même à échelle de 10%. Dans tous les sens. Vous avez vu l'ensemble du potentiel de nos ressources. Pour vous, tous ceux qui sont en train de faire, on dit modernisation de l'État, tout autre là. Donc pour vous, tout ça, ce n'est rien. Parce non, que attention. Nous sommes rentrés dans les réformes et autres là de l'État. Donc aussi, vous dites réellement que même ces trucs-là engagés, ces réformes-là, donc ne valent même pas 10%. Est-ce que c'est pas dire que tout ce que le pouvoir là depuis 2010 a fait n'est pas le réel? Alors, soyons très clairs dans les conceptions. Si je dis que rien n'est fait, aujourd'hui le problème, 80% des étudiants qui finissent les études dans les facultés, ce n'est pas des chômeurs. Ils doivent être renvoyés au lycée et reformés encore. Pourquoi? Vous voyez un étudiant qui sait pas, qui a étudié 20 ans le français, qui ne sait pas vous écrire une phrase, sujet, verbe, complément. Et qui a droit à se dire chômeur? C'est quelqu'un qui a une compétence à vendre, mais qui ne trouve pas preneur. Mais si vous sortez, vous dites j'ai fini l'université, mais qu'est-ce que vous savez faire? Il vous dit j'ai fait histoire contemporaine. C'est pour matériellement histoire des relations internationales où j'ai fait où j'ai fait les affaires. Mais c'est pour faire quel travail matériel? Pour quelle entreprise? Vous comprenez? Il faut qu'il y ait l'adéquation entre le besoin en formation et le travail. S'il vous plaît, à ce niveau, et comment vous comprenez à qui la faute alors? Si c'est les d'abord, le premier c'est au ménage, les pères de famille. Oui. Quand vous avez un enfant, vous êtes le premier conseiller de votre fils. Moi, je prépare déjà mes enfants à choisir leur métier. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir? Et moi, je fais l'effort de mettre l'essentiel de mes appuis en tant que père pour les former et les préparer à ça. Moi, je prends l'exemple sur moi. Oui. Toute ma famille a fait les sciences exactes, mathématiques, expérimentales. Mon père a fait les sciences mathématiques. Mais quand je voulais être avocat, j'ai dit à mon père, moi je veux être avocat, je veux être juriste. Il dit, ok, il m'a soutenu. J'ai fait les sciences sociales, j'ai fait la faculté de droit. Quand j'ai fini, mon père m'a envoyé dans les juridictions pour faire un stage pratique. Et voilà comment j'ai fait tout mon cycle. C'est ce que je vais laisser à mon fils. Mais lorsque votre fils vous dit je fais forge, vous n'avez pas de haut fourneau en Guinée. Ouais. Vous payez ses études, vous l'accompagnez, il finit, il vous dit je suis au chômage. Qui va l'employer? Et vous allez voir vos amis qui ont une société de transit ou bien qui sont dans la pêche, vous dites employer mon fils, il a un diplôme. Mais il a fait forge. Et beaucoup se retrouvent dans cette situation et vous disent qu'ils sont au chômage. Je vous donne un exemple. Il y a un projet ici, on disait le e-government. Donc il faut interconnecter tous les départements pour qu'il y ait une fluidité d'échange d'informations. Mais lorsque le personnel des départements ne connaît même pas manipuler l'ordinateur, la secrétaire du ministre ne sait pas taper une lettre, est-ce que c'est la faute au président ou la faute au ministre ou la faute à ceux qui sont là, qui doivent aussi, qui sont des citoyens qui ont un devoir vis-à-vis de leur patrie? Voilà. Des fois, on politise les notions qui sont sociales, qui sont simples et pratiques. Lorsque vous voulez travailler pour aider votre pays,
apprenez un métier. Vous êtes journaliste, vous me posez beaucoup de questions parce que vous avez appris à le faire. Vous êtes dans vos éléments. Mais quelqu'un qui a fini l'école de journalisme qui ne s'est pas posé la question, vous l'appelez quoi? Un chômeur ou quelqu'un qui doit aller apprendre? Voilà, et en ce qui concerne ici le chômage, dans l'actualité, ce qu'on dit, souvent, on dit il n'y a pas un sous-métier. Comment vous voyez? Oui, il n'y a pas un sous-métier, mais attention, tous les métiers sont bons, mais il faut les savoir. Vous voulez être forgeron, apprenez bien la forge. Vous voulez être mécanicien, apprenez bien la mécanique. La maîtrise d'un métier est une garantie de développement, est une garantie d'employabilité. Il y a des gens ici, leurs patrons ne les aiment vraiment pas, mais ils ont un bon boulot, ils sont obligés de conjuguer avec eux. Mais voilà, honorable, à ce niveau, vous avez parlé, vous avez indexé du doigt les pères de famille, alors qu'au niveau de l'administration aussi, il y a une corruption qui est gangrénée là. C'est le deuxième niveau. Voilà, imaginez la corruption au niveau de l'éducation actuellement. Le ministre qui est là n'en fait rien. Donc il est là, peut-être il est choisi juste par le titre parce qu'il est docteur ou autre là. Nous constatons par titre. Je viens de quitter un village que je m'étais dit le nom tout de suite, ils n'ont même pas une école digne des noms. Donc si vous dites à ce niveau les pères de famille, oui je peux comprendre. Vous savez aussi la population guinéenne est en majorité très faible et pauvre, donc elles sont démunies. Pour cela, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut réellement pour aujourd'hui ces populations, ces jeunes Guinéens pour se former en perfection? D'abord, voilà, merci bien. Je pense qu'au niveau de l'éducation, il y a un crime qui est couvert au niveau des institutions d'études supérieures que personne ne dit. On fait en rigolant, on dit les NST, les notes sexuellement transmissibles. Les gens en rigolent. Mais croyez-moi, il y a des enseignants aujourd'hui dans ces universités qui font des pratiques. Au fait, c'est les notes contre le sexe. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait et personne. C'est pourquoi des fois, quand je vois les associations féministes aller faire du semblant, c'est juste pour avoir de l'argent. Si vraiment ils protégeaient les jeunes filles, les femmes, c'était pour aller dénoncer ces pratiques-là. Pas pour venir s'attaquer à des faits, pour sortir à la télé, faire du bling-bling. Vous comprenez? Dans les institutions d'études supérieures, vous allez voir des filles, pour soutenir, on les oblige à avoir des relations avec leurs professeurs. Et je le dis, je le répète, et je vais attirer l'attention de l'Assemblée par rapport à ça, pour qu'il y ait une enquête parlementaire à ce niveau. On va faire un sondage, on va interroger les étudiants sous anonymat. Vous allez voir, nous allons publier l'ensemble des résultats de ça. Vous allez voir, c'est une initiative que le parti UMP a pris et qu'on va apporter à l'Assemblée pour demander à ce qu'il y ait une enquête parlementaire par rapport à ça. Beaucoup de filles ne sont pas protégées. Beaucoup d'autres ont quitté les études parce qu'elles accusent les moins. Mais au juste, c'est parce qu'il y a, comment on appelle ça, il y a un terme plus approprié, c'est de la persécution, d'accord? Donc il y a un terme plus approprié, je vais... Les sentiments corporels ou quoi? Non, non, c'est quand vous obligez quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas contre son gré. Il y a un terme juridique consacré. Donc ça c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, à travers l'ANAFIC, le président a mis 15% des revenus miniers pour les localités. Alors, une localité qui n'a pas d'école, mais qui a un budget de près d'1 milliard ou plus par an, si le maire qui est là-bas est là pour la population, il identifie les besoins et il construit les équipements. Maintenant, s'il attend, il mange ce milliard-là, il attend que le président ou le ministre vienne construire, alors c'est aux populations de veiller à ça. Mais chacun a son rôle ici. À ça, mais vous savez, à l'intérieur du pays, il n'y a pas, la population est presque la quasi-totalité analphabète. Mais la quasi-totalité des riches de ce pays, les plus fortunés, c'est des analphabètes qui ne savent même pas dire bonjour. L'analphabétisme, attention, ici, dans notre conception, les gens pensent que celui qui ne parle pas français est analphabète.
Ce n'est pas la langue qui est alphabétisation. Voilà. La mentalité. Non, la mentalité, ils sont plus évolués que nous les universitaires. Mais attendez, quand vous avez eu 1 milliard, là où l'universitaire n'a pas 100 000, ils pensent être plus intelligents que vous. Mais réveillons-nous, hein. Nous les intellectuels, on a un complexe de supériorité. Mais non. Nos frères, nos parents au village sont plus intelligents que nous. Ils sont plus intelligents que nous. Et ils savent ce qu'il leur faut plus que nous. À la sauvegarde de leur intérêt. Mais leur intérêt, c'est quoi? Écoutez, maintenant, l'intérêt de la patrie est là. Il y a un maire qui est là, qui travaille ou bien qui ne fait rien pour la localité. Alors qu'ils sont là, ils ont même pas peut-être besoin, ou bien ils n'osent même pas dénoncer cela. Est-ce que réellement ça, c'est pas un manque de conscience? Non, les gens sont conscients. C'est que seulement ils sont complices. Ils comprennent très bien. Aujourd'hui, vous avez voté pour un maire. Il est là, il est de l'opposition. Ils ont insulté le président, fatigué, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Maintenant, le président a triplé la production minière et a attribué 15% pour leur développement. Il prend cet argent, il donne au maire opposant qui a gagné là-bas, pour lequel les gens ont voté. Donc ce n'est pas le président qui l'a choisi, mais il a donné les moyens. Si ce maire ne construit pas et vous dites qu'il est analphabète, et vous voulez quoi? Qu'on vienne encore faire ça. Mais le prochain mandat... Attendez, s'il vous plaît. Il y a des opposants qui ont dit réellement qu'ils n'ont reçu rien de l'État d'abord. D'accord. Il y a par exemple la mairie de Katouma, celle de Dixine et de Matam. C'est des gens qui sont de l'opposition qui n'ont reçu rien de l'État. Qui n'ont pas reçu le budget de 2000. Voilà. Ils vous ont dit ça? 2 ans de cela, ils n'ont pas reçu de budget. Dites-nous réellement, ceux-ci travaillent selon les informations. Est-ce que réellement c'est à la faute des maires ou bien déjà à l'Assemblée qui est là ou bien déjà à l'exécutif? Très bien. Moi, je vais vous répondre. Lorsque le maire vous dit « j'ai pas reçu mon budget », mais périodiquement, il fait l'assemblée du conseil communal. C'est pour faire quoi, cette assemblée? Parce que vous voyez à la RTG, chaque commune fait une assemblée communale et on sort ça dans les médias. L'assemblée communale, c'est pour faire quoi? C'est pour décider des orientations, des investissements et de la... Excusez-moi. Excusez-moi. Montrer des projets de 100 milliards et autres. La réalisation, c'est là-bas. Excusez-moi. Si le maire sort à la télé parler de la gestion du budget, c'est qu'il est censé recevoir le budget. Est-ce que vous avez vu un maire faire un point de presse pour dire qu'à date, sa commune n'a rien reçu, informer sa population? Parce que c'est pour elle qu'il a voté pour lui. Non. Vous avez vu ça? Non. Alors comment on peut vous dire ça dans les oreilles et vous prenez ça pour vrai? Pas dans les oreilles. Ah oui? D'accord, j'aimerais voir cette interview-là. Ok? Mais il y a des voies de recours. Le budget, il appartient aux collectivités. Et les collectivités peuvent réclamer ça. Maintenant, si les collectivités ne réclament pas, vous savez le problème, l'autre problème de notre niveau, c'est l'irresponsabilité des partis politiques au choix de leurs représentants élus. Si vous prenez des gens qui ne savent même pas c'est quoi être maire, vous le mettez sur la liste parce qu'il contribue pour le parti. Vous en faites de lui un maire, vous en faites de lui un député. Alors, le travail du maire et du député, c'est pour qui? C'est pour récompenser un militant? Oui. Ou pour satisfaire un parti? Ou pour travailler pour la nation? C'est pour travailler. Alors, si c'est pour la nation, le choix, il doit être responsable. Si vous mettez quelqu'un qui ne peut rien produire, vous devenez un poison pour la société. Et vous n'allez pas accuser le président. Mais alors, qui n'accuse pas le président? Alors, il y a des partis politiques qui ont donné des députés qui ne connaissent absolument rien. Voilà. Et des maires qui ne connaissent absolument rien. Moi, je voudrais... Chers téléspectateurs, le débat est très très tendu, comme vous le constatez. Déjà, nous sommes avec un grand aujourd'hui qui est bien averti. Qui est mieux placé même. Oui, Ousmane. Voilà, moi je voudrais, nous allons se situer pour parler les activités que l'UNRAB est en train de mener, comme aujourd'hui il est député. Je voulais savoir, monsieur l'UNRAB, quel est le rôle et pouvoir le rôle et pouvoir d'un député dans l'Assemblée nationale? Voilà, d'abord un député, le premier rôle d'un député, c'est d'édicter les lois et d'écrire les lois pour permettre à l'exécutif de les faire appliquer et au judiciaire de les faire respecter.
C'est ce que nous faisons fondamentalement, c'est pourquoi je suis dans la commission des lois. C'est le cerveau de l'Assemblée. Tout ce qui est dans l'Assemblée tire son existence du travail que la commission des lois fait substantiellement. C'est ça le rôle fondamental de l'Assemblée. Ensuite, contrôler l'action du gouvernement. On dit contrôler parce que c'est nous qui... Donc quand tu donnes le mandat à quelqu'un d'utiliser un bien public, tu dois aussi avoir le retour de son travail, qu'est-ce qu'il en a fait. Parce que tu représentes ceux qui sont propriétaires de ce bien, à savoir les citoyens. Nous faisons ça. Maintenant, dans ce fonctionnement-là, nous sommes à un niveau où on a la capacité de pouvoir faciliter aussi certaines choses pour le bien des populations. C'est pourquoi on a créé des groupes d'amitié avec les autres parlements d'autres pays du monde pour pouvoir tirer ce qu'ils ont de mieux, favoriser ce qu'on a de bon et essayer d'être l'interface pour qu'il y ait des échanges et un pont entre les citoyens de ces pays et nous. Donc, je suis deuxième vice-président du groupe d'amitié Libye, Tunisie, Algérie, Maroc. Honorable. Et la présidente, c'est Madame Diakhagbe, qui est vice-présidente de l'Assemblée. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Guinée a un réel problème d'immigration. Il y a beaucoup de migrants guinéens qui vont perdre la vie en voulant partir. Donc il y a beaucoup de confusion dans les causes et les conséquences. Tout le monde insulte l'État, c'est parce que l'État n'a pas donné de l'aide, parce que l'État n'a pas mis du sucre aux gens. Mais le phénomène migratoire, c'est pas, il n'est pas fait pour les pauvres. Oui. Diplomate, excusez. Non, je voulais... Aujourd'hui, déjà, cette 9e législature de l'Assemblée nationale est composée que des jeunes. On apprécie ça, c'est bien, mais il y a aussi certaines qui ne savent même pas ni lire ni écrire. C'est là où réellement, en dictant ce rôle qui est attribué aux législateurs. Oui. Dites-nous réellement, ce n'est pas une fuite en avant déjà parce qu'un député qui est là qui ne sait même pas lire et écrire. Après, on le place maintenant pour représenter la population, être un mandant déjà de la population d'une localité ou bien de la population guinéenne déjà qui compte sur lui. Est-ce que réellement ce n'est pas une fuite? C'est un crime même. Non, vous savez, il y a... ce qu'on appelle l'alphabétisé et l'ignorant. Vous pouvez, il y a des gens qui ne sont pas francophones, qui sont lusophones, mais qui sont de grands intellectuels. Mais malheureusement, en Guinée, on les appelle analphabètes parce qu'ils ne savent pas dire le français. Il y a une grande confusion entre celui qui parle le français et celui qui est intellectuel. Et il y a des gens qui sont lettrés en arabe, qui ont fait des études en arabe, qui ne savent ni lire ni écrire en français, oui. qui comprennent. Et il y a des personnes ressources, des autodidactes, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait l'école, mais qui ont des compétences et une expérience de la vie avérée, qui se sont auto-instruits. J'en viens à la réponse. La langue de l'administration, c'est la langue française. Oui. Donc aussi, toutefois que vous ne parlez pas le français, même si vous arrivez à parler l'arabe le plus, mais ce n'est pas l'arabe qu'on utilise ici, ce n'est pas la langue lusophone, ni aussi hispanique. Ni l'anglais. Réellement, si tu n'entends pas français, tu ne sais pas rouler la langue de Molière comme on le dit souvent, est-ce que réellement c'est permis pour toi d'être aujourd'hui au devant de la nation? Il y a ce qu'on appelle la translation, la conversion. Vous savez, tout ce que vous utilisez ici, les téléphones, les montres, les micros, tout ça, c'est conçu dans des pays qui ne parlent pas français. C'est en chinois ou en anglais. Oui. Mais pourquoi vous l'utilisez avec aisance? C'est parce qu'on a transcrit la chose dans une langue que vous maîtrisez. Au niveau international, mais non. Parlons ici de la Guinée. Moi, je ne parle même pas d'international. Le matériel ici qui fait la translation. Je se focalise sur la Guinée. Non, je ne vous parle même pas d'international. Excusez-moi. Je ne vous parle pas d'international. Qui traduit la langue ici en malinké. Non. Lui, il parle pas des personnes. Vous souffrez de m'écouter? Vous souffrez de m'écouter? Oui. Pourquoi? Ça, c'est ce que les Anglais disent B2B. C'est de vous à moi. Oui. C'est-à-dire que lorsque ça s'écrit en chinois, mais vous pouvez traduire en français, vous le comprenez tout de suite. Ce n'est pas l'ambassadeur de Chine que vous allez appeler pour dire que c'est international. C'est l'utilisation réelle, concrète. D'accord? Un député, il peut avoir une compétence dans sa langue maternelle.
selon les scientifiques japonais, le plus intelligent est celui qui maîtrise sa langue maternelle et qui étudie dans sa langue maternelle. Mais lorsque vous... Dans les révolutions... Non, attendez, je vous explique. C'est scientifique. Vous êtes Soussou. Vous êtes né, vous maîtrisez le Soussou, c'est ce qui est configuré dans votre cerveau. Vous venez étudier le français. Mais pour réfléchir à une solution, à une réponse à une question, vous réfléchissez en Soussou, vous trouvez la solution et puis vous la traduisez en français. On met ça en exergue maintenant, écrire sur papier. Maintenant, vous traduisez en français. Il y a des manières orales, il y a des manières écrites. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Qu'est-ce que je veux que... Non, vous savez ce que je veux que vous compreniez? Il a des explications par rapport à défendre déjà l'indéfendable, donc nous allons... Mais vous ne m'avez même pas écouté. Moi, je donnais un exemple, vous avez discuté l'exemple. Donc, vous n'avez pas attendu la réponse. Là où vous voulez venir... Non, vous n'avez pas compris là où je veux venir. Je veux dire qu'il y a des gens qui ne sont pas lettrés, mais qui sont des personnes ressources, qui sont des autodidactes, qui ont des compétences, qui peuvent venir expliquer aux lettrés pour que ces lettrés les mettent dans une forme favorable. Par exemple, il y a des députés qui viennent me voir, ce n'est pas des juristes, mais ils viennent, ils m'expliquent des choses terre à terre parce que c'est des domaines qu'ils comprennent. Ils disent, ah, dans ce domaine-là, voilà la pratique, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, le juriste, je réfléchis en termes de droit et je propose à la commission, oui, ici, si on fait ça, on peut protéger ce secteur-là. Ils ont été importants. Vous comprenez? À ce niveau-là, ce genre de personnes, c'est des personnes ressources, même si elles ne sont pas lettrées en français. Mais des gens qui n'ont aucun métier, qui n'ont pas étudié la langue, qui ne comprennent, qui n'ont aucune compétence au fait. Ce sont ces gens-là qui sont dangereux à se retrouver à ce niveau de député parce qu'ils ne peuvent rien apporter. Mais lorsque vous avez un métier que vous maîtrisez, vous êtes important. Si vous êtes mécanicien, alors dans ce domaine-là, vous pouvez être un expert et lorsque les députés doivent prendre des mesures, ils vous écoutent, vous leur expliquez dans votre façon de comprendre et ils mettent ça dans la façon qui sied pour qu'il y ait une réglementation. Donc si moi je comprends, ici dans votre domaine-là, il y a la complémentarité et toutes les langues aussi sont permises. Tout à fait. C'est la conclusion. Okay. C'est-à-dire ceux qui sont dits non lettrés sont utiles à quelque chose parce que tous sont des gens qui sont dans des corporations et qui exercent et qui comprennent. Il y en a qui sont transitaires, il y en a qui sont commerçants, il y en a qui sont entrepreneurs, mais chacun dans son domaine peut apporter une expertise qui peut aider les autres à pouvoir parfaire une réglementation. On va se focaliser sur votre commission, la commission des lois. Vous avez fait presque une année, donc on tend vers la deuxième année de votre élection. Dites-nous réellement, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour la population guinéenne en tant que loi ou bien commission déjà? Parce que déjà, beaucoup de choses, pas en tant que commission. L'Assemblée se réfère peut-être sur vous. Vous avez dit que vous êtes le cerveau de l'Assemblée nationale. Alors dites-nous, tout passe par là avant d'être des amis. Donc, si vous pouvez nous parapher un peu le parcours que vous avez mis sur place. Alors, bien de la population. Alors, il faut bien qu'on définisse la sémantique. Quand je dis que la commission des lois, c'est la commission cerveau, c'est parce que le rôle de l'Assemblée, c'est d'édicter les lois. Oui. Et le rôle de la commission des lois, c'est substantiellement ça. Mais il y a d'autres commissions qui sont des commissions de fond pour des lois qui relèvent de leurs compétences. La commission finance est la commission de fond pour l'examen du budget. La commission défense est la commission de fond pour l'examen des questions de défense et de sécurité. La commission habitat, urbanisme, comme ça. La commission environnement, etc. etc. Donc, mais tout ce qui rentre ici rentre en termes de besoins et ressort en termes de loi. Oui. Vous comprenez? Vous, le gouvernement envoie les besoins et l'esprit. Les citoyens aussi et d'autres députés aussi réfléchissent, mais quand l'institution a fini de mouler, travailler et tout filtrer, ça sort en termes de loi et dans ces lois-là, il y a l'ensemble des préoccupations des citoyens qui se trouvent prises en charge. D'accord? Ici, on a fait beaucoup de choses. D'abord, nous avons voté des lois. Beaucoup de lois, je n'ai pas les statistiques, c'est au secrétariat général de vous donner bonnes statistiques. Mais on a voté beaucoup de lois. Mais les plus importantes, c'est d'abord le budget.
parce que c'est lui qui vous permet, vous et moi, de vivre dans un environnement où l'État a quand même la capacité de prendre le budget pour nous sécuriser, nous soigner, nous protéger, tout ça. Donc ça, on a pu voter le budget. On a pu contrôler l'action du gouvernement parce qu'on a soumis tous les ministres à des obligations de reddition de comptes et au finish, l'État s'est plié à l'exercice de venir nous expliquer comment il a utilisé le budget. C'est ce qu'on appelle, on s'achemine vers la loi de règlement. Lorsqu'on a voté la loi des finances pour autoriser l'État à dépenser l'argent public et qu'après l'État vienne nous trouver pour dire voilà qu'est-ce qu'on a fait de l'argent public, ça s'appelle une reddition. Donc c'est une forme de contrôle. Le Premier ministre est venu faire sa déclaration de politique générale qu'on pouvait refuser. Et si on refusait, son gouvernement allait sauter, y compris lui. Donc c'est une forme de contrôle de l'action du gouvernement. Ensuite, on a fait des lois de protection. Nous avons protégé aujourd'hui la couche qui, depuis les indépendances, n'avait pas une loi spécifique de protection. Pourtant, qui est essentielle, c'est les albinos. Aujourd'hui, il y a même eu une innovation en termes de légistique, c'est-à-dire de l'instrument de la loi, parce que ça nous a permis de pouvoir qualifier ce qu'on appelle le crime rituel. Dans aucun texte de la Guinée, le crime rituel n'était défini spécifiquement. Or, les albinos sont souvent essentiellement victimes de crimes rituels, des sacrifices humains pour ceci et cela. Donc on a défini le concept, on a protégé, on a renforcé ça, on a obligé l'État à tenir compte de leur situation, de leur état, pour non seulement leur favoriser l'accès à l'éducation, à l'enseignement, à la protection, au travail, aussi bien à l'apprentissage qu'au travail, et même à la retraite. Donc, on s'est prononcé et on a orienté les pouvoirs publics vers le règlement vraiment beaucoup plus institutionnel de cette affaire de représentation de coordination régionale qui commence à prendre des allures politisées et donc qui impactent sur la cohésion sociale. Et beaucoup d'autres choses. Et vous avez vu, l'environnement du travail a été changé par cette législature. Aujourd'hui, on a des bureaux qui sont propres, l'environnement de travail avec des équipements, la dernière technologie. On a mis en place des instruments capables d'aider les citoyens à s'approprier du travail des législateurs, ce qui n'a jamais existé depuis l'indépendance. Aujourd'hui, on a un site web. Dans ce site, il y a les lois adoptées, votées, il y a les lois en cours d'adoption que le citoyen peut voir et s'il veut apporter sa contribution, il peut aussi venir auprès de l'Assemblée apporter sa contribution. Jamais une Assemblée n'a été plus proche de ses mandants que celle-ci-là. Donc, en termes de bilan, c'est visible parce que le site, vous cliquez, vous le voyez et c'est après vous... de l'Assemblée nationale. Eh bien, alors ne dites pas c'est moi qui le dis, dites on l'a constaté. Non, la réalité, selon la... Okay. Merci. La réalité, parce que moi je parle ici au nom de la population, mais quelle population? La couche la plus démunie. Moi je représente toutes les couches. Écoutez, nous, il parle de l'administration, si on sait ici, l'Assemblée, c'est normal, dans les conditions normales, nous sommes au XXIe siècle, donc rénover ici tout cela, donc ça incombe à eux. Mais nous aussi, ce qui nous intéresse ici, c'est la population. Par exemple, si on prend au niveau de Méné, il y a des localités qui aujourd'hui qui travaillent avec des gisements d'or qui sont aujourd'hui vachement riches. Mais la population de ce côté, qu'est-ce qu'elle bénéficie? Rien, absolument. Quelles sont les lois qui sont envisagées ou bien mis à profit pour bénéficier? Alors, vous savez, le budget, ce n'est pas un gâteau qui se partage comme quand un commerçant fait une affaire. Vous comprenez? Comme des business. Vous parlez du revenu. Vous permettez? J'ai compris votre question. Il y a des localités où on exploite les mines, mais qui ne bénéficient pas. Ça, c'est selon vous. Maintenant, je vous explique la... Pas selon moi, votre constat. Le constat effectué. Votre constat. Parti tout récemment à Beaufort-Lucien. Mais je n'ai pas dit le contraire. Des fois, nous faisons aussi les déplacements. Est-ce que je vous ai dit le contraire? Pour s'enquérir des réalités. Tout ce que vous avez dit, non. Selon le constat que j'ai fait. C'est ce que j'ai dit, mais c'est vous qui l'avez fait ce constat. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous faites le constat, je vous le concède. Mais j'ai ma façon aussi de comprendre. Alors, il y a un penseur qui dit qu'entre votre vérité et ma vérité se trouve la vérité, celle qui est établie. Alors aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que la gestion de l'État
ne doit pas se faire comme une gestion privée. Quand vous et moi, on va chercher de l'or, on gagne l'or, on partage vous et moi. On s'en fout du reste. D'accord? Mais quand l'État vient ici creuser de l'or, il redistribue à tout le pays. C'est ce que vous devez comprendre. Les 15% des revenus miniers sont redistribués également à toutes les circonscriptions. Il appartient aux élus de chaque circonscription de prendre les priorités de sa localité et de la développer quand il aura son budget. Si les localités où vous avez été, il n'y a pas d'eau, un forage, c'est 50 ou 60 millions. 30 millions même. 30 millions. Une localité qui a 800 millions ou 1 milliard de budget annuel, s'il se prive de mettre un forage, vous n'allez pas mettre ça au dos du président ou du gouvernement. L'Assemblée est là pour contrôler l'action gouvernementale. L'Assemblée n'est pas là pour vérifier des forages. De contrôler l'action gouvernementale. Et le contrôle de l'action gouvernementale se fait comment? Est-ce que le gouvernement a bien utilisé le budget? Comme il a dit dans les lignes qu'on l'a... Excusez-moi. Nous parlons de ce budget. Excusez-moi. Mais vous attendez, je vais vous dire une chose. Oui. Vous savez, il y a la dénonciation politique. Oui. Il y a les questions journalistiques qui intéressent un débat pour que les gens comprennent. Oui. Voilà. Ce que nous, les politiciens, on fait des fois, si on veut dénoncer, on dénonce par calcul. On s'en fout, est-ce que ce qu'on dit est vrai ou pas. Ne rentrez pas dans ça. Il n'y a pas de souci. Le député, oui. Le gouvernement vient et dit autorisez-nous à exécuter ce budget. Dans ce budget, il y a une ligne qu'on appelle les 15% des revenus miniers qui doivent être représenter le budget des localités, de toutes les communes. On va leur donner ça. Donc ça, c'est ce qu'ils disent qu'ils vont faire du budget. On les autorise. Je prends un seul exemple. Hein. Après, à la fin, ils viennent nous dire, au terme de l'exercice budgétaire 2020, les 15% alloués aux collectivités ont bien été mis à disposition des collectivités. Oui. Maintenant, dans ça, chaque collectivité a son tableau de bord. Ce n'est pas l'Assemblée qui définit ça, ni le gouvernement. Ils sont élus pour développer les localités en fonction des besoins des populations à la base. S'ils veulent des puits, s'ils veulent des écoles, s'ils veulent des centres de santé, ils mettent ça dans le budget et une fois que le budget de la localité vient, ils réalisent. Maintenant, si c'est insuffisant, ils demandent à se faire aider et c'est là où on peut intervenir pour demander, attention, telle localité est défavorisée. Et il y a les élus, les uninominaux qui veillent à ça. Maintenant, si vous avez reçu votre budget, vous savez ce qui s'est passé en 2020? Beaucoup de maires qui crient à tout ce que vous entendez là, ils viennent, ils vous mettent juste une petite école de 3 classes, on dit le budget c'est 1 milliard 200 millions qu'on a dépensé. Alors que si c'est eux, tous ceux qui ont mis ce budget, chacun a une maison. Et sa maison est plus grande que l'école, mais il n'a pas eu 1 milliard et quelques pour faire sa maison. Mais tout le monde s'accorde à dire c'est vrai, ils font le bilan. Tout le monde ils disent être content. Oui. Et les populations les voient voler leurs propres ressources, elles ne disent rien. Une population qui voit ses dirigeants voler ses avoirs sans dénoncer, elle n'est pas victime. Elle est coupable, elle est complice. Oui. Donc aujourd'hui, il faut que chaque Guinéen soit un instrument, un frein à la gabégie. Oui. Si moi je vois mon maire voler ça, on vient, on dit un petit pont comme ça, c'est 2 milliards, ok? Si tu as un budget de 4 milliards, tu dis que 2 milliards sont partis pour un petit pont, et la population est là, c'est elle qui t'a mis là, hein? C'est elle qui a voté pour toi. Après, elle est là, elle ne dit rien. Elle te saute toi, elle insulte le ministre ou le président. Après, la presse dit quand même on n'a pas vu, moi j'ai été là-bas, j'ai pas vu le puits. Mais est-ce que vous avez vu l'argent? Voilà. Donc il fallait demander et le puits ou l'argent. Voilà. L'honorable, toujours c'est au niveau des lois. Je voudrais savoir, en tant que député, est-ce que vous êtes prêt à voter contre une loi proposée par votre parti politique si elle ne correspond pas à vos faveurs? Aux intérêts de la politique. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, la loi c'est comme le manger. Il n'y a aucune loi mauvaise. Il y a la mauvaise pratique de la loi. Mais toutes les lois sont bonnes, politiques. Parce que la loi, elle est impersonnelle, elle est générale, on l'appelle ça en latin, elle est erga omnes, elle est faite à l'égard de tous.
D'accord? Donc si la loi s'applique de Amara à Zaoro, du bas du pont au palais, oui, de Conakry. Alors, si un groupe réfléchit sur une loi et propose, pourquoi les autres pensent que c'est contre tout le monde? Pourquoi on pense que c'est pour un groupe? Le RPG peut réfléchir sur une loi et venir la mettre, mais elle n'est pas contre les populations pour le RPG. Oui. Parce que s'il y a une loi qui dit qu'à partir de 0 heure, tout le monde doit rentrer à la maison, on l'a voté ici, non? Oui. L'opposition, des fois, elle dit non, c'est politique, c'est parce qu'ils veulent restreindre la liberté, mais y compris les gens qui ont voté la loi. Moi, je n'ose pas sortir à 0 heure. J'ai envie des fois de sortir, aller veiller chez des amis, mais j'ai prorogé. J'ai voté la loi ici sur l'état d'urgence sanitaire. Oui. J'accepte de respecter la loi parce que je l'ai votée. Il n'y a aucune loi personnelle. Ceux qui disent ça, c'est de la... Ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Et applicable à tous. Oui. Surtout les lois que vous avez pu voter ici durant votre peut-être parcours ici. Dites-nous réellement qu'est-ce qui vous a marqué le plus et quelle est la loi dont vous vous êtes opposé? Moi, c'est ce que je vous ai dit. Je ne peux pas m'opposer à une loi. Chaque loi a son importance. La loi budgétaire, parce qu'il y a des budgets qui peuvent... Alors, le budget, vous savez, le problème du Guinéen, il pense qu'il faut, pour être opposant, il faut s'opposer. Même si c'est une seule fois. Mais tu t'opposes à quelque chose que tu penses être mauvais. Le budget, c'est l'instrument chiffré de la politique du gouvernement. Ce n'est pas l'affaire du député, le budget. Le député n'est là que pour autoriser l'exécution du budget. Parce que quand un député doit s'opposer à un budget, par exemple, il dit le budget de la santé est faible, donc il faut augmenter, la loi te dit il n'y a aucun problème. Oui. Mais quand tu dis que le budget est faible, la loi te dit tu dois viser une recette correspondante à ta volonté d'augmentation. C'est-à-dire, si tu dis que le budget de l'éducation est de moins de 40%, on veut monter à 40%, oui. On te dit, toi le député, cherche une autre recette qui va compléter à 40% et on met là, c'est validé. Mais ce n'est pas ton instrument. Comment tu peux créer la recette? La recette, c'est quoi? C'est la contrepartie d'un travail, d'une prestation faite par l'État pour donner de l'argent dans les caisses. Mais toi, tu n'as pas ces instruments-là. Comment tu vas créer la recette? Non. Hein? Tu ne maîtrises rien. Voilà, donc aujourd'hui, on ne peut pas bloquer un budget parce qu'on veut montrer qu'on est opposant. On ne peut pas s'opposer à une loi pour juste qu'on montre que ouais, nous aussi on s'est opposé à ça. Je ne suis pas un suiviste. Toute loi qui vient, on cherche à la normaliser. Elle peut venir sous une forme que le gouvernement comprend et voit. Mais arrivé ici, les députés changent ça. Ils conceptualisent, ils mettent en fonction de ce qui peut être mieux adapté. Ce n'est pas que la loi, le projet qui est venu, il est mauvais, mais c'est parce qu'il doit être retravaillé conformément à ce que nous, oui, qui sommes les représentants du peuple, conformément à ce qu'on sait du peuple et de ce qui peut mieux le protéger. Parce que n'oubliez pas que c'est toujours l'État qui brime les droits des citoyens. Et donc, c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de recours et de protection de ces citoyens. Voilà. Vous êtes la tête. Honorable, déjà, parlant de ces budgets, nous avons été ici le jour de la programmation militaire. Vous étiez déjà présent dans la salle. On vous a pris ici en interview. Vous avez tellement apprécié concernant les perspectives que déjà les militaires ont mis en place pour moderniser cette armée. Vu déjà maintenant l'armée aujourd'hui qui est là, n'a pas tellement peut-être les moyens, déjà la localisation, tout est centralisé dans la capitale ici. Selon vous, tout ce budget-là entre dans quoi? Est-il bon de verser tout ce budget donné à l'armée pour faire quoi? Non. La loi du règlement militaire, c'est une loi qui est faite pour tous les corps de défense et de sécurité. Et ça prend en compte de leur formation, de leur habillement, de leur sécurisation, de leur déploiement, tous les aspects, oui, pour qu'ils soient réellement des instruments au service de la patrie et qu'ils soient équipés, outillés intellectuellement, financièrement, matériellement et tout. Et je pense que c'est
pour plus de sécurité dans nos États, il faut qu'on arrive à ça. Ailleurs, si un militaire fait un coup d'État, on va lui demander pourquoi il fait le coup d'État. Oui. Parce qu'il est vraiment bien traité et il connaît son travail. C'est jamais de briguer le pouvoir. Mais ici, tu connais ton travail, oui, mais tu vois des politiciens civils se partager des milliards, faire de la gabégie, détourner des milliards, faire tout ce qu'il faut. Toi, le militaire, tu n'as que ta solde et qui ne te suffit même pas à vivre 10 jours dans le mois. Donc, quand ça atteint un certain niveau, la frustration, l'envie et puis l'oppression fait que les militaires s'intéressent au pouvoir, ils font des coups d'État. Donc, la loi du règlement militaire ramène le militaire dans sa situation la plus normale. Donc demain, si un militaire se hasarde à aller faire ce qu'il ne doit pas faire, on est en droit de le remettre à sa, voilà, à sa vocation. Ok, merci honorable. On a été très satisfait peut-être de vous prendre dans cette émission. Vraiment, tout le plaisir a été pour moi. Nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des mandats, de vos mandats et à l'ensemble de la population guinéenne qui vous suit sur la Z36 TV avant de clore cette émission? Bon, moi je pense que la première des choses, les Guinéens doivent apprendre à poser des questions à leurs dirigeants, à leurs candidats. Lorsqu'il y a une élection et qu'un candidat vous tient des promesses, mais les gars, posez-lui la question. C'est aussi simple que ça. N'acceptons plus que les gens nous mentent les yeux ouverts et qu'on gobe ça. Lors des élections, chaque candidat vient promettre. Les anciennes assemblées, j'ai vu des députés dire, lorsqu'on va être élu, on va créer des fonds pour soutenir les femmes, pour soutenir les jeunes. C'est des menteurs. Aucun député ne peut créer un fonds pour soutenir une femme ou un jeune. Aucun député ne peut créer un budget, ce n'est pas son instrument, ce n'est pas sa vocation. Personne ne peut aller au-delà de ce que la loi lui confère comme compétence. Donc, il ne faut pas accepter que les gens vous mentent en cherchant votre accompagnement, parce qu'une fois que vous les avez accompagnés dans le mensonge, vous n'êtes plus victime, vous êtes complice. Et quand ils vont avoir le pouvoir, ils ne pourront pas faire ce qu'ils vous ont promis et vous estimez être victime. Non. Parce que je ne peux pas vous dire que je vais à la Lune avec un vélo, vous me suivez, vous montez sur mon vélo et vous attendez d'être à la Lune. C'est que c'est... Il ne faut pas être naïf. Donc je demande aux populations d'être beaucoup plus intéressées à la chose politique et de poser des questions aux leaders pour qu'ils vous disent qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, avec quels moyens, en quel temps et pour quelle cause. Lorsque vous avez ces réponses, en âme et conscience, vous décidez de les suivre ou pas. Sortez dans ce communautarisme bête, sortez dans cette division bête de dire c'est la mouvance ou c'est l'opposition. Travaillez pour vos convictions et suivez des gens qui ont quelque chose à donner, pas des chimères ou des vendeurs d'illusions. Merci à tout le monde et je sais que le Guinéen est devenu très mûr parce qu'aujourd'hui ils ont compris. Ils ont tellement compris qu'ils ont compris. Ousmane Diplomate, votre dernier mot dans cette émission? Tout le plaisir était pour moi d'être dans cette émission avec mon honorable député comme invité de cet après-midi. Voilà, je remercie nos millions de téléspectateurs qui nous suivent sur la Z36 TV et restons toujours à côté de nous, restons toujours connectés sur la Z36 TV. Il y aura d'autres numéros. Merci à toutes et à tous.